shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Ah, Robin, gentle Robin, tell me how thy lament doth, and thou shalt know of mine. Oh, que les jours passent vite, que les jours passent vite. Ça passe vite et ça passe pas vite en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah écoutez, on est dans un contexte assez bizarre. On attend, ça je l'ai déjà dit, on attend et on ne sait pas ce qu'on attend. Et comme on attend, on ne prend pas de décision. On est dans l'attentisme. On ne prend pas de décision, on ne se projette pas, on n'arrive pas à se projeter. On est dans un contexte où on a beaucoup de mal à se projeter. Et c'est un peu normal. C'est un peu normal, on attend le dénouement. On attend qu'émerge un événement particulier qui nous dise où on en est vraiment. Il y a une déliquescence de tout, d'absolument tout. Un pouvoir qui est en train de se déliquéfier. Il n'y a plus de police. On a des juges gauchistes qui relâchent tous les délinquants. En tous les cas, qui relâchent les délinquants, mais qui emprisonnent les gens honnêtes. C'est-à-dire, si vous vous défendez, si vous êtes volé chez vous, que vous défendez, là vous allez en prison. Si quelqu'un vous agresse et que vous vous défendez, vous allez en prison. Et celui qui vous agresse, lui, il faut le laisser en liberté. C'est l'inversion de la justice, pilotée par ces juges gauchistes, islamo-gauchistes. Donc, la déliquescence est générale. La police n'en peut plus. Bon, on peut les comprendre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Effectivement, ils n'en peuvent plus. Ils auraient dû comprendre. On va pas recommencer. J'ai fait un live là-dessus. Mais on voit bien que tous les paramètres de la société s'effondrent. Et eux, ils sont encore dans leur bulle. Ils sont encore dans leur palais parisien. Ils ont encore une protection. Ils peuvent faire encore ce qu'ils veulent. Ils vivent bien. Donc, ils n'en ont plus rien à foutre de la population, de l'état de la population, l'état et les conditions des gens. Ils n'en ont absolument plus rien à faire. Et vous avez toujours les mêmes 20% qui sont satisfaits de Macron parce qu'ils ont les retraites qui tombent, ils ont encore un peu de loisirs. Bon, vous avez une toute petite partie de la population qui jouit encore de la vie à travers des divertissements variés, le restaurant, les voyages, etc. Il y en a une, oui, il y a ceux qui profitent encore. Mais la grande majorité ont la tête sous l'eau, bossent comme ils peuvent, se farcissent les collègues qui sont devenus complètement débiles, cons, parce que la plupart des gens sont devenus totalement débiles. J'en ai eu la démonstration dimanche dernier quand je suis allé manger chez mon ami. Elle a invité des gens, enfin des femmes qui étaient là. J'en ai déjà parlé également. C'est des chiens, hein, c'est pareil, c'est le même niveau. Rien dans le ciboulot, absolument rien, vide, creux. Alors, on voit bien que ça va pas trop s'arranger cette affaire. Parce que vous avez le niveau de la population qui est tellement bas, qui est devenu tellement bas, tellement inconsistant. Il y a une telle inconsistance dans chez les humains actuellement, chez les occidentaux, en tous les cas chez ceux que je fréquente, il y a une telle inconsistance que de toute façon, il n'y a absolument rien à espérer. Non, absolument rien. Ils sont creux et vides. Il n'y a plus rien. Ils sont incapables de réfléchir,
de poser une réflexion, quel que soit le domaine. Je vois bien, quel que soit le domaine, le sujet qu'on aborde, il faut que ça soit c'est hyper complotiste, c'est-à-dire c'est une forme de simplification complotiste en disant « Ah bah oui, c'est un plan, c'est prévu, ils vont tous nous tuer, et puis tous ils sont francs-maçons, et puis tous, vous voyez, ce type de raisonnement très simpliste, complotiste, qui rassemble beaucoup de gens, mais qui tourne en rond tout le temps dans une sphère simplifiée de la situation, c'est-à-dire une simplification complotiste avec des arguments qu'ils ont lus à droite, à gauche. Puis vous avez le reste de la population qui est dans le déni, qui ne veulent absolument rien voir, qui attendent, je ne sais quoi, mais qui espèrent que je ne sais quoi, mais qui ne comprennent rien à la situation économique du pays, ni de la situation géopolitique, et qui sont dans le déni, voilà. On est partagé entre deux populations, et on n'a pas d'intelligence là-dedans. Il n'y a plus d'intelligence. L'intelligence est en train de s'évaporer. Alors, quand l'intelligence s'évapore, fatalement, vous êtes seul. Seul parce qu'on n'a plus d'interlocuteur. On n'a plus l'interlocuteur avec lequel on peut partager, réfléchir, élaborer des choses. On ne peut plus. D'ailleurs, c'est très difficile d'élaborer quoi que ce soit parce qu'il y a un tel malentendu sur les mots que c'est presque même difficile de communiquer, de trouver un axe de communication. C'est une drôle d'époque pour ça. Oui, c'est une époque très spéciale. Et c'est vrai que je me répète énormément et je répète toujours la même chose, mais c'est vrai que on est dans un contexte qui est éprouvant psychologiquement, parce que, alors je parle pas de moi en particulier, parce que les gens ils disent « Ah mais vous avez l'air ceci, vous avez l'air cela », non, tout va bien, je suis pas, ne projetez pas sur moi des choses qui ne sont pas exactes. Je fais que redire que ces vidéos, c'est une partie de moi, mais c'est pas que moi. Quand je parle devant la vidéo, je parle au plan collectif. Je ressens les choses collectivement. Je ne parle pas de moi en particulier. Moi en particulier, je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que je vis normalement, j'habite dans une maison agréable, j'ai un jardin, j'ai le calme, j'ai pas de voisins qui m'emmerdent. Financièrement, j'ai ce qu'il faut, je vis avec très peu de besoins, donc ça me suffit largement ce que j'ai. Et donc, ma vie est équilibrée, je mange correctement, j'ai aucune, si vous voulez, personnellement, j'ai pas de frustration matérielle, pas de frustration ni sentimentale, ni quoi que ce soit. Franchement, c'est pas de moi dont je parle. Franchement, non, je prends pas de médicaments, je prends pas d'antidépresseurs. Donc, vous voyez bien, je vous parle calmement, mais je ressens la société, je ressens le collectif, je ressens l'ambiance collective, parce que je ne vis pas qu'à travers les réseaux, parce que je rencontre quand même des gens, j'en croise et j'en rencontre et je discute. Et les discussions et les échanges que j'ai me permettent d'avoir un ressenti du climat actuel collectif. Et c'est comme ça c'est de là que je vous parle. Donc je ne vous parle pas de moi. Je ne suis pas en train de me plaindre, quoi que ce soit. Vous voyez, je ne suis pas du tout, je suis pas démoralisé au sens où vous pourriez l'entendre. Mais simplement, je constate qu'il y a des phénomènes qui sont extrêmement troublants actuellement. Et j'essaie simplement de traduire sur le plan occulte, sur le plan spirituel, sur le plan du monde invisible, les événements qui se proposent à nous. Je pense que le monde matériel dans lequel nous sommes incarnés a une résonance sur le monde invisible. Je ne sais pas si c'est le monde invisible qui provoque
ces symptômes dans notre monde à nous, ou si c'est l'inverse. Est-ce que c'est nous qui provoquons des choses sur le monde invisible? Quel est l'auteur, en fait? Où sont les auteurs de cette guerre, en quelque sorte? Une guerre spirituelle, une guerre profonde, une guerre que se passe à des niveaux qui nous dépassent. Nous ne sommes que nous des symptômes. Et nous, humains, nous sommes des symptômes de quelque chose. Nous sommes des avatars de quelque chose. Nous ne sommes pas là comme ça pour rien. Nous sommes certainement des atomes qui sont reliés peut-être à quelque chose que nous ignorons. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher le lien, en quoi nous sommes reliés collectivement, à quoi nous sommes reliés collectivement, voilà, à quelle entité, ou à quel Dieu, ou à quelle force nous sommes reliés. Nous constituons peut-être quelque chose, un corps mystique qui est une forme de corps abstrait, mais nous sommes peut-être reliés, justement. Et moi, je ressens, si vous voulez, comme faisant partie d'un corps, je ressens les membres qui sont défaillants, les membres qui sont malades, la tête, le cœur, les bras, les jambes, vous voyez, c'est comme si nous nous projetions tous collectivement en imaginant que nous sommes une forme de corps, et dans l'Église on appelait ça le corps mystique, et que ce corps que nous sommes, eh bien nous sommes des atomes de ce corps. Et c'est normal qu'en tant qu'atomes d'un corps, nous soyons réceptifs et que nous soyons sensibles au corps entier, au corps global. Donc je ne peux pas dire que moi, petit atome, je suis bien, tant que le corps va mal. Et je fais partie d'un corps qui est malade. Et même si moi, je pense, pour l'instant, avoir une forme d'équilibre psychologique, d'avoir un équilibre de vie, j'en ai parlé, et c'est ce qui nous permettra, nous, peut-être, de nous en sortir, eh bien, je vois bien que le corps c'est en train de s'effondrer. Et ce corps qui s'effondre, eh bien, il est composé, évidemment, de plusieurs parties. Alors, moi, je dirais que les attaques que nous subissons correspondent à quelque chose sur le plan occulte, sur le plan invisible. Et que ma question, je questionne en fait le monde invisible et je me dis, mais quel est l'enjeu derrière de tout ça? Quel est le véritable enjeu? Parce que l'enjeu, il n'est pas que l'humanité dont on sait qu'elle est provisoire, une planète dont on sait qu'elle est provisoire. Donc, du point de vue de l'éternité, on est obligé de se positionner en dehors de cette réalité matérielle qui est une réalité provisoire. Nous savons que nous sommes là sur Terre 20, 30, 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, 100 ans au maximum, mais que cette position que nous savons qu'elle est factice quelque part, elle n'est pas réelle parce qu'elle est provisoire et qu'on sera, de toute façon, on participera à autre chose quand nous serons morts. Et nous participons déjà peut-être à autre chose, sans que nous le sachions. Donc cette expérience de vie est là pour peut-être une raison que nous ignorons, mais il est intéressant dans ce passage, dans cette vie, d'essayer de décoder la raison de ces conflits, de cette instabilité et de la déstructuration d'une société que nous avons bâtie. Il y a une civilisation, c'est comme si nous avions bâti une structure administrative, une structure morale, une structure philosophique, une structure également esthétique, et cette structure s'effondre, ok? Mais cette structure qui est née, elle est née de quelque chose, elle est née d'une volonté aussi. Et là, la déstructuration de cette structure dans laquelle nous étions provoque une forme de panique chez beaucoup. Mais moi, je ne suis pas paniqué, je suis observateur distant, parce que je me suis mis un peu, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à tout ça. Donc, il y en a qui me disent, vous êtes paniqué? Non, je ne suis pas paniqué. Si j'avais des enfants, peut-être que je serais paniqué. Si j'étais marié, je serais peut-être paniqué, mais j'ai pas de famille, je suis seul, j'ai rien à perdre. Rien, absolument rien. Donc, je sais que demain, si je meurs, je vais mourir. Point final. Je ne vais pas paniquer. Il n'y a plus rien qui me retient sur Terre. Absolument personne et rien. Je suis absolument détaché de cette vie et je n'ai plus rien qui me retient sur ce monde, dans ce monde. J'y suis donc comme observateur. Et comme observateur,
je m'aperçois que j'essaie, comme un détective, de comprendre, d'interroger, de poursuivre ma quête de connaissances en disant qu'est-ce que je peux connaître. C'est pour ça que je lis des livres différents, je regarde des vidéos qui peuvent m'instruire sur des questions qui m'avaient jusque-là échappé. Et donc je rectifie le tir des fois, je me positionne et je me dis « Ah oui, mais peut-être que je me suis positionné à tort sur cette question-là » et je reviens. Non pas que je me contredise, mais je rectifie peut-être des points de vue que j'avais. Tous les points de vue que l'on a sont de toute façon provisoires, puisque nous ne détournons pas la vérité. Donc ce ne sont que des points de vue qui sont à l'instant T, mais qui peuvent évoluer, changer, puisque une autre information va peut-être nous apporter un autre regard sur la question sur laquelle nous avons un point de vue. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Je pense que tous ceux qui me suivent, la plupart en tous les cas, me comprennent, parce que ceux qui me suivent depuis un certain temps me connaissent et partagent mon état d'esprit. Donc c'est une forme de communauté que j'ai autour de moi à travers cette chaîne. Il est évident que les gens qui sont blasés de mon discours, blasés de mes mots, blasés de mes promenades, sont déjà partis. Ça ne les intéresse pas. Et c'est comme ça que s'opère ce fameux tri dont je parlais. Et donc là, ne sont intéressés, ne sont attirés que les gens qui se posent la même question, les mêmes questions que moi. Et globalement, les gens qui se posent ces questions-là sont la plupart en retraite. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps de réfléchir. C'est vrai que quand vous êtes dans une vie active, quand vous êtes dans une vie tous les jours, il faut penser au boulot, il y a des tracas au boulot, tout ça, vous ne pouvez pas trop prendre de recul comme nous on prend quand on est à la retraite. C'est donc légitime que je sois suivi davantage par des gens qui sont âgés et à la retraite parce qu'ils ont le temps, comme moi, de sortir, de vivre à leur rythme, de se balader et de se poser des questions. Et on prend notre temps, prend notre temps de prendre un livre, de le lire, de lâcher, après de sortir dehors. C'est une vie autre quand on est à la retraite. Et je comprends que ceux qui sont en activité soient comme des étrangers par rapport à nous. Je vois bien le basculement qu'il y a. Il y a un tel basculement quand on est à la retraite qu'on n'imagine pas ce que c'est. C'est une autre vie. Et ceux qui sont en activité, moi je n'ai pas perdu la mémoire de quand j'étais en activité. On est fatigué, on rentre le soir, on est fatigué, on a envie de regarder une bonne série pour se détendre, et on n'a pas envie de se prendre la tête avec un François qui va vous parler de quête spirituelle, de métaphysique, de philosophie ou de géopolitique. Il n'a pas envie, le gars ou la fille qui rentre chez elle, elle a envie d'être tranquille, elle a envie de regarder une série ou regarder, je ne sais pas, une émission ou de lire un livre divertissant parce qu'elle a besoin de se ressourcer, en tous les cas elle a besoin de se distraire face à une tension qu'elle a eue toute sa journée pendant son travail. Ça, je le comprends. Et je le comprends et je ne jette pas la pierre à tous ceux qui sont en activité et qui ont besoin de se distraire parce que quand vous travaillez, quand vous bossez, c'est un peu légitime le soir, quand vous rentrez chez vous, d'avoir des occupations distrayantes et de ne pas encore vous reprendre la tête avec un mec qui essaie de vous parler de vie spirituelle et tout ça. Ça, je peux comprendre. C'est la contrepartie de notre vie, de notre société qui bouffe les gens et qui ne leur laisse pas le temps, de ce fameux temps où ils n'ont pas la qualité de vie qui leur permette de se retirer, de réfléchir. Ils ne sont pas à la campagne, beaucoup sont à la ville, beaucoup sont en banlieue, ils doivent se farcir des transports, les voitures, les bouchons, enfin, tout ce que j'ai connu autrefois. C'est vrai qu'on est fatigué, que c'est dur, ou tout au moins on a envie d'aller boire un verre avec un collègue, et je comprends. Et donc on va pas trop envie de se prendre la tête avec un mec comme moi qui est à la retraite et qui se pose des questions existentielles. Ça, je le comprends. Donc, vous voyez, mais il est normal que nous, qui sommes à la retraite, nous qui sommes justement en capacité de prendre du temps pour réfléchir, de se balader, eh bien c'est normal que notre rôle soit celui-là. Un rôle qui consiste à penser la question dans sa globalité. Tout à fait,
pensée transversale, une pensée tout azimut, c'est-à-dire d'essayer d'appréhender tous les éléments qui nous sont donnés, en passant, bien entendu, par la géopolitique, la guerre, la crise sanitaire, le vaccin, le racisme, la persécution des Blancs, qui est actuellement dans notre société qui est une évidence, la manipulation des influenceurs comme Soros, tout ça, d'où ils viennent, à quel cercle ils appartiennent, tout ça, on a le temps de s'occuper de ça, nous. On a le temps de se poser ces questions-là. On a le temps de réfléchir à tout ça. Et derrière tous ces événements qui sont multiples et variés, on essaie de trouver le point commun. On essaie de trouver quelle est la partie sous-jacente de tout ça, parce qu'il y a un lien entre toutes ces questions, il y a un lien. Quand on voit l'acharnement avec lequel on essaie de détruire, moi ce qui m'interroge c'est l'acharnement avec lequel on essaie de détruire l'Europe, et l'Europe en particulier. C'est-à-dire l'Europe est un point crucial sur la planète, on essaie, et notamment la France, on essaie de détruire les racines de la France. Il y a une volonté de détruire la racine même de l'âme française, de son âme, de sa spiritualité, de son mode de vie, de sa qualité propre. On essaie de détruire, et à travers ça, et à travers la France, on essaie de détruire l'image du français. Vous savez, le français. Et on voit bien qu'il est, et on voit bien, et on pourrait élargir en disant, bah, c'est l'Occident aussi qui est visé. C'est vrai, mais on peut remarquer au passage que la France est particulièrement visée. Et pourquoi nous sommes attaqués comme ça, de cette manière aussi sournoise, aussi indirecte, avec toutes les armes de la communication, et avec une population qui est en train de s'effondrer au niveau moral, mental, intellectuel également, c'est qu'il y a certainement une raison derrière ça qui est une raison occulte. Voilà. Et moi j'essaie de trouver la fameuse raison, la fameuse explication qui participe à cette connaissance et à cette interprétation que nous pourrions donner des événements. Qu'est-ce qui se passe sur le plan occulte pour qu'on en veuille autant à la France? Comme on voit, on brûle des églises, on a attaqué quelque chose de presque de transcendantal dans la civilisation occidentale et particulièrement la civilisation française. On attaque son côté transcendantal. Tout ce qui transcende, on l'attaque. On ridiculise, on se moque. On voit bien que cette entreprise est faite, est volontairement faite et entreprise pour détruire cet aspect-là. Alors, évidemment qu'on résiste, évidemment qu'on y réfléchit, évidemment que ça fait partie des actions, si vous voulez, sur lesquelles on essaie de réfléchir et on essaie de se protéger de ça, on essaie de combattre ça. Comment le combattre? On voit bien que c'est compliqué parce que c'est le pot de fer contre le pot de terre en ce moment. Et on voit bien que les forces qui sont à l'œuvre sont gigantesques et que nous sommes extrêmement minoritaires, extrêmement pauvres, extrêmement démunis et nous n'avons aucun moyen financier, aucun moyen, aucune force en soi qui nous permette qu'une force matérielle qui nous permette de contrecarrer ça. Alors, oui, nous sommes malgré tout là pour dire non. Nous nous opposons, avec nos petits moyens, nous nous opposons à cette entreprise de destruction de notre pays, non pas pour sauver l'ancien monde, non pas pour être dans une nostalgie. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de se déguiser comme les gens vivaient au 19e siècle, vous voyez. Il ne s'agit pas non plus d'idéaliser cet ancien monde. Mais dans cet ancien monde, il y avait une qualité qui était là encore et que nous pourrions sauver tout en vivant dans un contexte différent de celui d'autrefois. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Je veux dire par là que la qualité qu'on pourrait dire l'âme de notre pays, l'âme de la France, eh bien, elle n'est pas vieillotte. C'est pas une question de démoder ou d'être à la mode ou pas à la mode. C'est une question d'état d'esprit presque. Et cet état d'esprit peut très bien continuer à vivre à travers de nouvelles formes, à travers une nouvelle architecture, à travers une nouvelle manière de s'habiller, de se comporter, de considérer la famille, etc. On peut très bien adapter cet esprit, si vous voulez, qu'on essaie de détruire. C'est un esprit qui s'adapte, qui évolue, qui tient compte des nouvelles technologies, qui en soi est capable d'habiter tout ce qui constitue l'évolution humaine. Mais la place a été laissée à l'adversaire et les technologies servent à détruire. Pour l'instant, ils n'ont pas à construire. Mais on pourrait très bien inverser les choses. Et donc, non pas s'attaquer à la technologie en tant que telle, mais à s'attaquer à l'esprit qui infiltre ces nouvelles technologies. C'est là qu'on voit le discernement qui est nécessaire à faire. C'est-à-dire que nous sommes dans un... Nous ne nous trompons pas de cible. Il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas se tromper de cause non plus. Il ne faut pas agir pour une mauvaise cause. Et c'est là que nous voyons à quel point, si vous voulez, l'enjeu, il est vraiment important de bien l'identifier. Et moi, je m'attache à ça. C'est un travail compliqué. C'est un travail compliqué parce qu'on essaie d'identifier le véritable enjeu, et cette identification n'est pas une identification scientifique, ni intellectuelle. On aura beau, c'est pas d'ordre intellectuel. Alors c'est important de connaître notre culture, d'avoir évidemment une intelligence, mais c'est pas de cet ordre-là. Il faut presque faire fonctionner l'intuition pour essayer de soulever le problème. Et cette question-là, d'identification de l'enjeu dans lequel nous sommes, eh bien, pour l'instant, je n'entends personne évoquer ni aborder cette question. Tout le monde est dans la surface, dans la critique de la surface. Par exemple, si on parle de pédophilie, eh bien, il y a un film qui est sorti et tout ça, et je vois qu'il y a beaucoup d'agitation autour de cette question-là. Et des gens vont penser qu'en réglant ce problème-là, et en le dénonçant, on va résoudre le problème de la société actuelle. Mais non, ce n'est qu'un phénomène parmi tant d'autres, c'est une conséquence parmi tant d'autres. Alors, je comprends que des gens se consacrent à une cause, mais ce n'est qu'un symptôme à nouveau. C'est comme votre corps. Vous avez des symptômes. L'allopathie va soigner le symptôme, mais la racine du mal, elle est située ailleurs. Et donc, vous allez toujours soigner des symptômes sans soigner la racine du mal. Eh bien, dans la société, c'est pareil. On s'attarde sur les symptômes, mais on ne cherche pas la cause du symptôme, la cause de la maladie. Et la cause de la maladie, elle est unique. Et elle s'exprime à travers différents symptômes, dont la pédophilie. Mais ce n'est pas l'enjeu en soi. Et se consacrer qu'à un symptôme, c'est éviter la question essentielle qui consiste à identifier quel est l'enjeu qui est en train de s'opérer, l'enjeu occulte qui est en train de s'opérer dans notre monde, sur notre planète, à travers tous les dérèglements auxquels nous assistons. Donc de faire une analyse transversale, une analyse totalement transversale, globale, de façon à voir quels sont les liens entre ces éléments-là et essayer de découvrir qui est derrière vraiment ces phénomènes-là. Et qu'est-ce qu'on vise? Pourquoi on vise actuellement notre société? La société blanche occidentale, je dirais. Pourquoi? Et notamment la France. Pourquoi la France est tellement visée? Pourquoi il y a la volonté de détruire les habitants de ce pays? Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Il y a une destruction programmée des habitants, des Français. Du Français de souche, j'entends. Parce que je ne parle même pas des Français de papier, ça n'a aucun sens.
Il s'agit du français, de ceux qui sont français dans leur ADN, ceux qui sont vraiment français, qui sont imbibés de cette terre, qui sont nés là et qui ont des générations derrière eux et qui sont donc se sont construits génération après génération sur cette terre. C'est ça qui est important. C'est cette France-là, c'est ces Français-là qui sont visés. Les autres, on leur dit de tout faire et on les laisse libre cours à toutes les fantaisies possibles et imaginables. Et on voit bien qu'à travers différentes scènes culturelles, à travers qu'on vise l'individu qui est porteur de la tradition française. Qui est porteur soit dans son ADN, soit dans sa manière de s'exprimer. Et donc, cette attaque frontale du français, il est révélateur d'un enjeu que nous ignorons. Alors là, évidemment, je perds beaucoup de gens en route parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils cherchent à dire? Qu'est-ce qu'ils cherchent à dire derrière ça? Ben justement, c'est l'objet de ma recherche, c'est l'objet de ma réflexion. C'est de comprendre le véritable enjeu, de comprendre pourquoi. Et de le comprendre non pas sur le plan matériel, philosophique, de le comprendre sur le plan occulte, de voir quel est l'enjeu occulte derrière ça. Et il y a un enjeu occulte. Il y a un enjeu occulte, et ce n'est pas qu'une question de karma ou de retour, de choses qu'on aurait fait mal et qui nous reviendraient en pleine tête. C'est pas que ça. Parce que ça, c'est une explication qu'on peut entendre, mais c'est pas que ça. Bien sûr que ça doit participer. Bien sûr que des erreurs ont été certainement faites. Mais il y a pas que ça. Parce que tous les peuples ont fait des erreurs. Toutes les nations ont commis des atrocités. Et bien, c'est idiot de déduire que seuls les Blancs et les Européens ont fait du mal à travers la planète. Non, ils avaient simplement, à une époque, un cerveau développé qui leur a permis d'être plus efficaces, c'est tout. Mais ils n'étaient pas forcément plus mauvais ou meilleurs que les autres. Ça, c'est une idée fausse. Donc on voit bien que l'explication par laquelle ce serait une forme de karma, une forme de retour qui viendrait sur la population, c'est ce que certains se nourrissent de ça, en disant mais vous avez fait du mal, tout ça, mais ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont issus de générations qui ont commis des atrocités. Il y a eu des guerres ethniques entre Africains, il y a eu des guerres ethniques entre peuples arabes et peuples africains, il y a eu des esclaves dans d'autres civilisations, les Japonais ont été aussi, voire plus violents même que les nazis. Donc, vous savez, c'est ridicule d'associer une forme de mal qui serait liée à une espèce en soi ou une ethnie en soi. Non, toute la population, tous les peuples ont été des peuples parfois criminels et abominables. Non, il n'y a pas à tomber dans ce type d'explication qui est totalement fausse. D'autant qu'aujourd'hui, on pourrait penser le contraire. On pourrait dire, bah oui, la culpabilisation a plutôt affaibli le peuple, plus que ne l'a aidé. Et si la culpabilisation doit conduire à notre suicide, eh bien la culpabilisation est une erreur, et voire même une erreur extrêmement grave. Donc, attention à ne pas être dans des registres simplifiant la question. Et c'est une question bien plus profonde, bien plus compliquée, bien plus, comment dire, ésotérique d'une certaine manière. Et détecter les raisons profondes de ça, eh bien, c'est évidemment pas évident, parce qu'il faut le comprendre intérieurement, il ne faut pas le lire. J'attends pas de lire une explication, et ça ne s'écrit pas, ce genre d'explication. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une connaissance presque mystique, qui n'est pas de l'ordre d'une connaissance intellectuelle. Il faut l'intégrer dans nous, cette explication. C'est un travail. Bon, bah écoutez, voilà, donc on va finir. Bah oui, j'ai changé de chemin, il fait beau aujourd'hui. C'était une journée radieuse, avec juste ce qu'il faut comme température, comme chaleur.
Et j'ai pris un autre chemin. Je vais vous faire voir un peu, on va se terminer sur quelques vues de mon environnement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.